C'est le sujet central, peut-être davantage pour les femmes que pour les hommes, mais pour quasiment tous les êtres humains. De trouver en soi la confiance pour se dire: «Mais oui, je peux essayer et alors? Je peux aussi ça peut aussi ne pas bien se passer, mais et alors?» Hein, je pense qu'il faut investir beaucoup de temps dans le fait de rencontrer, les autres. Parce qu'une grande entreprise, souvent alors ça dépend si on est dans une entité, au bout du monde ou dans une filiale et cetera, mais souvent si l'on est au siège, ça vient avec une tour. C'est-à-dire ça vient avec des étages empilés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens. On prend des ascenseurs, on va à la cantine, nanana, on va en réunion, mais finalement on rencontre assez peu les gens. Je pense que pour évoluer, il faut faire son trou, faire son réseau. C'est évidemment, inséparable de la compétence technique et en fait, c'est un petit peu les 2 volets. Bonjour Marie-Claire, Bonjour Paul. bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir ici au sein des locaux d'Engie à Lexico. Mais avec plaisir, avec plaisir. Pour commencer ce nouvel épisode, je vais te laisser te présenter, me raconter tes origines, résumer ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. D'accord, alors Marie-Claire Dodefeuille, moi je suis née en 1982, la préhistoire pour, toi sans doute, mais je suis née dans les Ardennes, donc une région de France, très rurale. Mon père était agriculteur. J'ai eu une enfance très, très chouette, très petite maison dans la prairie. J'ai ensuite, fait mes études, à Paris, à Sciences Po. Après cela, j'ai commencé à travailler. Avec mon mari, nous sommes partis en VIE en Chine, à Pékin, où d'ailleurs nous avons eu notre premier bébé. En rentrant de Pékin, j'ai rejoint le groupe à l'époque GDF Suez, qui venait tout juste, de sortir d'une fusion, donc GDF, et Suez et dont je ne suis jamais sortie. GDF Suez s'appelle maintenant Engie depuis quelques années, depuis 10 ans. Voilà, j'ai eu des fonctions, diverses, notamment, enfin surtout en France, essentiellement en France, jusqu'à l'été 2023 où nous sommes arrivés au Mexique. Changement, drastique pour toute la famille, mais super changement. On va y revenir sur ce changement, sur tes fonctions aujourd'hui en tant que managing directeur du Mexique au niveau d'Engie. Pourquoi est-ce que quand tu rentres de, ton VIE, en Chine, tu avais commencé ta carrière dans le domaine du conseil, même en Chine, tu es passé par le consulting et tu intègres GDF Suez, donc qui est maintenant Engie, on va parler d'Engie pendant tout cet épisode. Qu'est-ce qui fait que, quelles ont été les circonstances qui t'ont amené à travailler dans cette entreprise et qui te plaisait dans cette entreprise pour l'intégrer? Alors j'ai un peu honte de le dire, mais c'est en réalité le pur hasard. Tu évoquais le fait que j'ai commencé dans le conseil. Effectivement, j'ai démarré chez Bearing Point, en France et chez Bearing Point, boîte de conseil classique, j'étais dans la partie, ça devait s'appeler Financial Transformation ou bon, dans la partie finance, et j'étais assignée à une mission dans le groupe Suez, donc avant la fusion. J'y suis allée, mais je pense que je ne savais même pas ce qu'était le groupe Suez. Je me suis littéralement pointée un matin, au siège, de l'époque du groupe Suez, qui est maintenant le siège, de Free, là, rue de la Ville-l'Évêque, près de la Madeleine à Paris. Un magnifique bâtiment, hôtel particulier, splendide, enfin, et je ne savais toujours pas ce que qu'était le groupe Suez. Après, j'ai vaguement compris qu'il s'agissait d'eau, de déchets, bon, voilà. Mais ça a commencé comme ça et cette mission était une mission assez longue puisque, en réalité, chez Bearing Point, je n'ai été que dans le groupe Suez jusqu'à ce que je démissionne pour partir, en Chine. J'ai appris à connaître ce groupe de l'intérieur. J'ai notamment travaillé, en Belgique. J'étais basée, en fait, littéralement, à Bruxelles pour travailler pour une filiale qui s'appelait Electrabel, qui est un peu l'EDF belge, détenu à l'époque par le groupe Suez. Et quand, en rentrant de Chine, j'ai commencé à chercher du travail, j'ai rappelé mes anciens, clients, qui m'ont dit: «Mais parfait, rejoins-nous» dans ce qui était donc devenu GDF Suez et c'est comme ça que j'ai gardé un pied dans ce groupe. Donc ce qui était finalement un hasard, on ne peut pas vivre de hasard toute sa vie, si j'y suis restée, si j'ai souhaité refrapper à la porte, en rentrant de Chine, c'est bien parce que j'avais accroché avec le groupe Suez. Je ne sais pas, enfin, si certainement, mais j'étais quand même très jeune. En revanche, le secteur, oui. Le secteur, des utilities. À l'époque, Suez, c'était essentiellement l'eau et les déchets. En fusionnant avec GDF, bah, c'est enfin l'eau, déchets et le power, enfin l'électricité dans la partie, essentiellement, belge. Mais la fusion avec GDF a évidemment donné une dimension, toute différente à ce grand groupe et le secteur de l'énergie, oui, est addictif, est addictif. Pourquoi il est additif ce secteur de l'énergie? Qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur, le domaine utilities? Alors, la première chose, c'est qu'on parle d'un bien essentiel.
C'est-à-dire on peut vivre, de façon, heu, enfin vivre avec très peu de choses, mais c'est quand même compliqué de vivre sans énergie, sans eau et dans une ville en particulier, sans traitement des déchets. Donc on a le sentiment d'être dans une entreprise qui gère des services essentiels pour les populations. Ça, c'était important pour moi de sentir que de près ou de loin, parce qu'en réalité, depuis une direction financière, on voit assez peu le concret du business au quotidien. Mais, néanmoins, c'était important pour moi de sentir que, la finalité de l'entreprise est orientée vers quelque chose de nécessaire. Quelque chose qui n'est pas, superfétatoire. Tout à l'heure, avant de démarrer ce podcast, on parlait des rouges à lèvres et des tapes de bureau. Bon, bah, voilà, moi, j'aurais du mal à travailler, même si je suis une grande consommatrice de maquillage, j'aurais du mal à travailler pour une rouge à lèvres parce que finalement, ça ne m'intéresse pas. Alors que travailler dans une entreprise qui fournit des services qui sont essentiels pour le développement, pour la vie du quotidien, ça, par contre, ça me tient à cœur. Et ce premier sujet et ensuite d'un point de vue, très, comment dire? Un peu adrénaline, c'est un secteur dans lequel il se passe toujours quelque chose. Peut-être le secteur de l'énergie, heu, vous allez de crise en moment de complexité, enfin, c'est mieux qu'une série, enfin, c'est vraiment, un secteur en évolution permanente, en évolution constante. Les risques sont nombreux, les sujets sont aussi bien, techniques, ça peut être des sujets bah, évidemment, on touche à la transition énergétique, on touche à, parfois des sujets même de développement humain, de premier niveau. Enfin, apporter de l'électricité dans des régions où il y en a pas, c'est voilà, donc vous avez des contraintes physiques, vous avez, des sujets, comme je disais de pensée du futur. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'énergie pour tous sans que pour autant, la Terre explose? Enfin, cette question complexe du réchauffement climatique. Hem, D'un point de vue strictement économique, bah, les marchés, voilà, on a vu avec la guerre en Ukraine ce qu'un événement géopolitique pouvait conduire comme pouvait donner comme complexité, dans le quotidien. C'est un secteur en ébullition permanente dans lequel on ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer, il faut se réinventer en permanence et il faut à la fois être capable de gérer le quotidien et de préparer l'avenir parce qu'on touche à ces questions cruciales de transition énergétique. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu peux me raconter justement un challenge situationnel que tu as rencontré dans ta carrière? Tu t'es dit, «OK, là, on est face à une crise, on est face à un défi» et comment est-ce que tu as surmonté, cette épreuve? Comment, l'entreprise ou toi, à titre personnel, dans la tâche qui t'était attribuée, tu as, justement fait pour, heu, rebondir et sortir grandi et apporter une solution face à cette, situation ou ce challenge qui était face à toi? Alors face à moi directement, je ne sais pas parce que je me suis quand même longtemps et encore maintenant, sentie comme, un maillon de la chaîne, donc je ne suis pas sûre d'avoir eu à résoudre un immense challenge pour changer le monde, à mon humble niveau. En revanche, j'ai un souvenir assez fort du basculement du groupe Engie en 2015-2016 dans une stratégie qui était à l'époque de développement massif enfin, à l'échelle internationale, de capacité de production d'énergie, d'électricité à base de charbon, à base de tout ce qui pouvait brûler, en fait, pour produire de l'énergie là où c'était nécessaire, à une stratégie résolument orientée vers la transition. Et ça, c'était quand même un shift, énorme, pour parler en mauvais français, pardon, d'une entreprise quand même énorme. Enfin, c'était un paquebot qu'il fallait faire virer de bord et on ne fait pas virer de bord un paquebot, avec 3 slides et en 3 semaines. Et ce changement, de paradigme, a été, je crois, le fruit d'une réflexion au plus haut niveau chez Engie, légèrement en avance par rapport au reste du secteur, qui a conduit à prendre des paris de réduction de certaines activités, de développement dans d'autres et notamment dans le solaire et l'éolien, légèrement en avance par rapport, à la tendance de marché, qui à l'époque était sans doute vue comme une espèce de folie, intellectuelo-messianique, Engie se sent pris d'une espèce de vocation, quasi religieuse sur le sujet et en réalité, c'était une façon d'ouvrir la route. Et ça j'en ai un souvenir assez fort parce que j'étais dans des fonctions, où on pouvait observer ça de près et j'ai vu à quel point le combat pour, faire passer ce type d'idée quand l'environnement n'est pas totalement prêt, enfin le combat du premier en fait, de celui qui ouvre la route, c'est un combat difficile et assez ingrat et ça moi, ça marque. Comment ça a été pris en interne par les collaborateurs? Parce que, il y a ceux qui sont hostiles et qui sont résistants au changement, il y a ceux qui sont, proactifs dans le changement et au milieu, ceux qui sont plutôt observateurs. Comment est-ce qu'en interne ça a été géré? Ce que j'ai perçu et encore une fois, c'est forcément limité parce que sur un groupe qui devait faire à l'époque, 120 000 personnes, je ne sais pas combien de centaines je pouvais vaguement connaître mais bon, voilà. Forcément, ceux qui sont directement impactés
par exemple, la fermeture d'un actif, ça les amuse pas. En général, c'est même très dur. On a beau se dire: «Oui, c'est pour la planète, c'est merveilleux, la main sur le cœur», bah, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus de boulot. En fait, c'est ça la réalité de la transition, parfois très concrètement sur le terrain. Donc cela, bah, j'imagine que c'était pas du tout une bonne nouvelle. Ensuite, pour des populations peut-être, davantage, de type corporate, de type, fonction support, business développement, enfin, des gens qui pouvaient prendre cette vague-là, c'était simplement une histoire, je pense, de comprendre que les temps étaient en train de changer. Peut-être une courbe de deuil à vivre, quelques mois de doute, de se dire: «Mais enfin, où est-ce qu'on va?» Et finalement, le moment crucial pour les autres de cette population, c'est quand les résultats financiers tombent et c'est de voir si le marché reconnaît le bien-fondé de la stratégie. Et comment est-ce que le marché reconnaît le bien de la stratégie? Eh ben, c'est si les résultats sont bons. C'est-à-dire que si ce qu'on dit d'une façon intellectuelle se révèle vérifié par les chiffres, on peut penser qu'on n'est pas complètement loin de la réalité. Parce que, finalement, une entreprise reste une entreprise. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas un corps politique qui va édicter des normes pour le reste de la société. Donc il faut bien que les chiffres soient à la hauteur des ambitions, édictées. Et quand les résultats, je crois que c'était 2017 de mémoire, sont sortis, eh bien, tout le marché en interne et les collaborateurs en interne se sont rendus compte que, le mouvement, enfin l'intuition de départ était bonne puisque les résultats, suivaient. Je suis pas certaine qu'il soit nécessaire d'obtenir l'adhésion de tous pour mener un changement pareil. Pour le coup, c'est ce qui rend la vie du dirigeant d'entreprise un peu similaire à la vie d'un homme politique. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à convaincre absolument chaque personne. Mais il s'agit de développer une vision dans laquelle, hem, dont les fondements, l'articulation et finalement les résultats se révèlent cohérents. C'est ça qui compte. Et après ensuite, c'est une vision, c'est-à-dire là, vous avez considéré les résultats financiers à partir de 2017. Dire on prend la décision en 2015 et on se laisse un temps pour que le paquebot puisse. Voilà, exactement. Il y avait un plan de 3 ans, me semble-t-il, à l'époque et c'est ce qu'il faut faire et effectivement, les gens ne sont pas tous contents. Mais cette vision, elle est travaillée, heu, elle est travaillée d'une façon enfin, elle doit être travaillée d'une façon suffisamment profonde et articulée, comme je le disais, pour qu'elle soit sensée et pour qu'on évite au maximum les angles morts. Il y a forcément eu des erreurs de fait, je ne dis pas que c'était, le travail le plus parfait de tous les temps, loin de là. Mais il y avait cette histoire de prendre conscience, de en fait, de prendre le pouls réellement du monde tel qu'on pouvait le percevoir dans une grande utility et de dire: «Attention, on repère ces signaux», faibles ou pas vraiment faibles d'ailleurs, hein, de changement climatique, notamment et nous, Engie, prenons la décision de nous inscrire dans cette trajectoire. Et ce qui est hyper important aussi, c'est qu'il ne s'agit pas, de l'œuvre d'une personne, qui, au plus haut de l'entreprise, se réveille un matin et dit: «Ça y est, j'ai vu la lumière, on va faire ça». Non, c'est un travail, qui est accompli, avec un excom, avec, des consultants extérieurs et quand je dis consultants extérieurs, c'est aussi bien, enfin, extérieur à l'extome, c'est-à-dire dans l'entreprise comme en dehors de l'entreprise. Enfin, c'est un maillage qui se met en place de façon à construire quelque chose, qui soit, alimenté et nourri des contributions, bah, de ceux qui peuvent, avoir quelque chose d'important à dire sur le sujet. Donc c'est ça qui me paraît intéressant et en fait, ça, c'était donc le moment dont je me souviens, assez bien, qui était un peu le point de départ, qui n'a pas été sans errements ultérieurs. Encore une fois, enfin, c'est ma lecture, évidemment, très personnelle de la façon dont le groupe a évolué et je pense que depuis 4 ans, là, depuis, oui, 3 4 ans, on a accentué la logique de la transition énergétique en se concentrant vraiment sur la construction d'actifs renouvelables et après la commercialisation de ces actifs, sur le marché. Mais c'était comme c'est comme un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'à chaque moment de l'histoire d'une grande entreprise comme celle-là, ben, chaque dirigeant ou chaque équipe dirigeante, apporte sa pierre avec son lot de tentatives, de test and learn et compagnie. Alors évidemment, à l'échelle d'un grand groupe, ce sont des gros test and learn, mais ça avance et la vision progresse. J'aimerais qu'on revienne sur une partie de ta carrière. Donc, de 2017 à 2020, tu es Chief of Staff de la CEO d'Engie, Isabelle Cocher. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as appris ce poste? Alors déjà, Dieu merci, je n'étais pas la chief of staff, nous étions 3. 3 Chief of Staff, go. Alors on n'avait pas le titre de chief of staff, on était 3 dans le cabinet d'Isabelle, avec un primus inter pares qui était, plus chief of staff que les autres, on va dire, dans une logique, qui était intéressante d'ailleurs en tant que telle de travail, en fait, tous les 3, voilà, en permanence, à ses côtés.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans une expérience pareille? D'abord, on apprend sur soi. On se souvient, si on l'avait oublié, qu'on peut travailler beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on travaille beaucoup d'une façon, étonnante parce que en fait, on adore. C'est une relation au travail qui devient une relation d'ailleurs, je pense qu'il ne peut pas durer sur le long terme car presque un peu malsaine, d'addiction. On travaille comme des dingues toute la journée, les soirées, on se lève à pas d'heure, on prend des avions, on va dans le monde entier et on travaille, on travaille, on travaille. Comment ça s'est Comme ça. réparti? Parce que vous étiez 3, aujourd'hui on voit que c'est un métier qui vient des États-Unis, qui est de plus en plus présent, en Europe. Comment ça s'est organisé? Et est-ce que tu peux me parler de cette addiction que tu crées, pour ce travail, le si prenant? Mais c'est terrible parce que ça fait presque 10 ans maintenant, un peu moins quand même, mais j'en ris parce que je ne me reconnais pas dans le fait d'avoir eu ce rapport d'addiction au travail. C'est pour ça que je c'est assez sidérant. En fait, vous avez le sentiment d'entrer dans une, logique. Moi, je suis entrée au début du fameux plan de transformation dont on parlait tout à l'heure, mais sentiment d'entrer dans une logique où on a 2 3 ans pour faire toute la différence et pour faire bouger le fameux paquebot. Et donc vous vous sentez investi à votre petite, mesure bien sûr, de quelque chose qui vous dépasse, et de quelque chose, qui donne beaucoup de sens aussi au travail quotidien. Alors ensuite, malheureusement, le travail quotidien est beaucoup plus ingrat puisque, il s'agit, de travailler alors ça c'est très intéressant de travailler sur l'agenda stratégique de la CEO, de consulter pour, justement lui faire, enfin de travailler, sur ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines. On n'en parle plus, c'est déjà réglé depuis longtemps, mais les prochains mois, la trajectoire un peu à moyen terme pour elle, on travaille, sur, son réseau d'influence, enfin tous ces sujets-là sont très intéressants, mais après il y a tout le travail quotidien et c'est ça qui prend un temps fou. C'est qu'il s'agit de toujours tout préparer en permanence pour lui retirer à elle un maximum, de charge mentale professionnelle, de façon à ce qu'elle puisse se concentrer sur ce qui est vraiment important et avoir à disposition tout ce qui va lui servir pour en tirer la substantifique moelle qui me permettra de participer d'une façon pertinente, à toutes ces réunions, de participer, au conseil d'administration, de rencontrer les stakeholders ou les parties prenantes pardon qui font du sens et cetera. Donc vous avez finalement, et puis pardon, j'oubliais, un travail très important et qui moi me plaisait énormément. Alors je le faisais plutôt de manière interne et un de mes collègues était davantage sur la partie externe, de toujours anticiper, de toujours avoir un coup d'avance pour expliquer: «Voilà, on va faire ci, on va faire ça, qu'est-ce que tu en penses?» Enfin de recueillir un maximum encore une fois de signaux faibles ou pas si faibles, de l'interne ou de l'externe, pour toujours être en mesure de réorienter d'être à jour, en fait, sur la perception de l'environnement et un peu la pédagogie de ce qu'elle cherche à faire, éventuellement pour réorienter ce qu'elle cherche à faire aussi. Voilà, donc il y a un énorme travail comme ça, et ensuite on ajoute à ça, la partie, que j'évoquais à l'instant un peu plus ingrate où en fait on prépare des tonnes de notes, alors on fait remonter des notes qui deviennent des notes et puis on en fait des notes et puis on écrit des moi j'écrivais beaucoup de discours pour elle aussi, qui était d'ailleurs un un processus d'écriture sans fin puisque tout ça est très lié à la personnalité du dirigeant, bien sûr et Isabelle était quelqu'un qui aimait retoucher. Alors j'ai des collectors version 47 du discours machin, donc c'était sa façon, elle, de travailler sur les choses et c'est très respectable, mais alors ça conduisait à un nombre d'heures à préparer tout un tas de documents pour elle qui était sidérant, mais qui était aussi, et je le comprends maintenant, une façon de s'ancrer dans les sujets. Et au plus on travaillait, plus on revenait, plus on reprenait, plus on réinsérait et en plus on pouvait ajouter ça et prendre ci et là. Finalement, à la fin, on construisait une cathédrale, intellectuelle et pratique pour l'entreprise qui prenait de plus en plus de sens. Quel était ton processus de rédactionnel, créatif quand tu devais, rédiger des discours pour, Salut Kocha? Alors déjà très vite, c'est très important. Il faut travailler très vite parce qu'on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Donc on apprend à aller à l'essentiel, et puis après il y a un processus ensuite, assez normal, assez logique de ton premier discours te prend 3 jours, le dernier te prend 3 heures. Enfin c'est tu progresses. Je pense que je passais pas mal de temps, je prenais beaucoup de notes, mentalement ou par écrit de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle lisait, pour saisir ce qu'elle avait envie de dire. Parce que quand tu écris un discours, tu peux avoir des tonnes d'idées extrêmement intelligentes sur le sujet, avoir des formulations super chocs, mais ce n'est pas toi qui vas prononcer le discours. Donc ce qu'il faut, c'est habiter le costume de la personne pour qui tu écris. Se dire: «Qu'est-ce que la personne aime? Comment elle aime parler?» enfin, comment elle
comment elle amène les sujets en général et plus tu l'écoutes, plus tu comprends sa façon de fonctionner, plus tu entres dans sa mécanique intellectuelle, plus tu peux écrire un discours rapidement. En te dessaisissant de ce que tu aurais aimé mettre comme petite phrase là, bien, bien, clac. Non, non, ça ne sert à rien. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'écrire des discours, tu te surprends à écrire des choses qu'elle répète telles quelles, parce que la jonction des cerveaux s'opère. Alors elle ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'elle n'écrirait jamais un discours pour moi, évidemment. Mais à force, on se rend compte qu'il y a pas une forme de symbiose, ce serait évidemment excessif, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage pour le scribe, de la façon de réfléchir, de la façon de présenter les sujets, qui fait que ça finit par rouler comme une boucle bien huilée, voilà. Après comme processus d'écriture, je me souviens plus très bien de comment je m'y prenais très concrètement, mais Tu parles beaucoup de l'anticipation aussi, du fait d'anticiper les besoins, et d'être là en support pour délester, la CBO d'une partie de la charge mentale, liée à ses activités professionnelles. Comment est-ce que ça a ensuite impacté la suite de ta carrière sur cette capacité à, en permanence, anticiper les sujets? Comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, au Mexique, tu sais pour anticiper, les sujets qui peuvent arriver? je pense que ce que cette expérience m'a appris en particulier, c'est de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Alors, c'est une phrase, un peu évidente, on sait tous qu'il faut faire le tri, qu'il faut prioriser, mais de l'avoir vécu avec une telle intensité, quand même, change la façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heu, je n'ai aucun mal, alors peut-être que j'avais déjà ça en moi avant, je ne m'en souviens pas très bien, mais je n'ai vraiment aucun mal à déléguer. Le contrôle, du boulon de 12, mais alors c'est vraiment quelque chose, qui me passe, très haut. Et inversement, j'ai découvert avec Isabelle que le fait de faire confiance, enfin à ses côtés, mais bon pas forcément d'ailleurs, qu'à ses côtés auprès de d'autres dirigeants ou managers auprès de qui j'ai travaillé ensuite, le fait de faire confiance d'une façon intense et bien pensée, à l'équipe, ce qui fonctionne le mieux. De très bien s'entourer, de s'entourer de gens à qui vous laissez évidemment, la possibilité de vous dire: «Je ne suis pas d'accord avec toi et je vais te dire pourquoi». Ça, c'est critique. Ça, c'est critique. Et donc derrière cela, quand vous êtes entouré de personnes en qui vous avez vraiment confiance, avec qui la confiance est réciproque, qui ont le bon niveau pour vous faire des feedbacks constructifs, forcément, vous triez, vous priorisez, vous anticipez mieux. Parce qu'il est impossible d'avoir soi-même toute la compréhension d'un sujet, toute la perception des angles morts, c'est impossible. Pour ça, il faut une équipe avec chacun, cette perception-là, individuelle, et c'est bien le mélange de l'ensemble qui va dessiner une image, alors que je construis moi. Ce puzzle, c'est moi qui le construis. Quelque part, je pondère les avis des uns et des autres, ça c'est mon choix, ma décision, mais on en parle en équipe. Espèce de boucle de retour, de dialogue aussi, très important pour ensuite se dire: «Non mais c'est clair, on a 3 priorités, c'est ça, ça, ça». Voilà. Et si je fais de toi un bon manager, un bon leader ou leaduse? Je pense que ce sont 2 rôles différents déjà. Le management, à mon sens, c'est vraiment quelque chose, le bon manager est quelqu'un qui a comme souci quotidien de faire grandir l'équipe, de faire grandir les gens, qu'il doit manager. Alors pareil, c'est une comparaison un peu limitée, mais j'aime beaucoup le parallélisme avec, la parentalité. Je ne suis pas en train de dire que les collaborateurs sont des enfants, ce n'est pas ça. Je dis que les enfants sont des personnes et que managers comme parents, on fait grandir des personnes. Et ça, c'est une image qui, moi, me porte beaucoup parce que, ça veut dire qu'on fait grandir des personnes qu'on respecte, dont on essaie de comprendre les soucis, les enjeux, les besoins, les envies du moment, et comment ça peut s'inscrire dans ce que l'entreprise, est en train de développer, ce dont elle a besoin. Et donc quelque part, on cherche le bien des personnes et de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est le manager qui a compris qu'il n'était pas là pour, cheffailler et serrer les boulons, non. C'est le manager qui a compris il aura, pardon, réussi sa mission le jour où son équipe, quelque part, l'aura dépassé, ou sera partie faire autre chose de différente. Donc les gens auront grandi et se seront, déployés pendant les 3 4 années, de cette collaboration, il se sera passé quelque chose. De même que les parents ont cet enjeu de, construire des adultes qui un jour iront vivre une vie, qui sera leur vie à eux, mais construite sur des fondements solides. Et je pense que c'est ça le rôle du manager. C'est de travailler sur ces fondements solides, faire grandir des personnes qui ensuite
iront, faire autre chose et idéalement dans la même entreprise, continuer à contribuer, dans d'autres positions. Je pense que le leadership est un peu différent, je l'orienterai davantage sur la vision. Le leadership, c'est plus quelqu'un qui s'entoure, un peu comme on le disait tout à l'heure, d'une équipe forte pour construire avec cette équipe forte une vision et ensuite travailler sur le comment et cetera. Voilà, c'est pas tout à fait le même rôle, à mon sens. Alors, ça veut pas dire que les managers n'ont pas de vision, hein, mais de manière un peu schématique, c'est la différence. Le leader, de façon caricaturale, construit cette vision, encore une fois, avec son équipe. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui ont une vision tout seuls. Je trouve que c'est généralement au bord, d'une forme de sectarisme, un peu presque un peu dangereux et il y a suffisamment de cas dans les entreprises aujourd'hui enfin, on en met à jour régulièrement des cas d'emprise, enfin, des choses, complexes entre les êtres humains et ça peut tenir à cela. Des gens qui ont une vision trop personnelle, qui veulent embarquer, un peu comme des gourous, derrière cette vision. Bon ça, attention, donc une vision construite en équipe, mais une vision qui emporte les équipes. C'est-à-dire qu'on y croit. Il y a un projet, on sait où on va. Alors, on sait où on va loin. Après, comme on y va demain matin, c'est pas toujours très clair. C'est là où il faut vraiment travailler et pas, rester dans des considérations, un petit peu aériennes. Mais, c'est quand même là que se trouve, je trouve, le vrai leadership. Quelqu'un se lève le matin et dit: «Je vais travailler chez Engie, j'ai compris ce qu'on voulait faire et ça m'enthousiasme». Est-ce que tu as une pratique de management à me partager pour encourager l'engagement des collaborateurs? Une pratique que tu as vue dans ta carrière, par exemple chez MDI, qui dit: «Là, on a mis en place une nouvelle méthode de travail, heu, un nouvel environnement peut-être, qui aujourd'hui a accéléré, l'engagement des collaborateurs auprès de l'entreprise». Hem, il y a quelque chose que j'aime bien faire, je sais pas si c'est une pratique managériale, mais c'est souvent, oui, si, ça peut être perçu comme tel, j'imagine. C'est identifier avec les équipes et avec bien sûr le manager concerné, quelqu'un dans une équipe dont on perçoit le potentiel et lui donner un projet, un sujet, un problème à résoudre, et en lui disant: «Voilà, c'est ton sujet, c'est ton projet et tu viendras en temps voulu le présenter devant l'équipe de direction, mais toi, avec ton chef, avec qui tu veux, mais c'est toi. C'est-à-dire que de casser un peu la logique de: «Je suis sur le terrain, je connais mon sujet, je peux résoudre mon problème et une fois que c'est résolu, bah, je fais savoir à mon chef que c'est résolu, qui après en parlera au chef» et cetera. Moi, j'aime bien que les personnes, en fait, viennent directement présenter, ce qu'elles ont fait, que ce soit un projet de construction ou un problème à résoudre, devant, ce qu'elles perçoivent comme étant l'instance de direction. Ici, ce serait le comité de direction qu'on a pour, l'entité locale et je trouve que c'est pas mal à deux égards. Déjà, il y a une mise en valeur, bien sûr, du travail, direct de la personne. C'est aussi très utile, alors là, je me place de l'autre côté de la barrière pour repérer les talents et avoir une perception un peu plus fine des ressources humaines, de l'entité et je crois, que c'est aussi une façon de questionner le management intermédiaire. De dire: «On voudrait vraiment voir ce que tes trous ont dans le ventre». Non filtré par toi. Alors, accompagné, en fait, ça repositionne le manager dans de l'accompagnement et pas forcément dans, «Le chef a dit, il faut que tu fasses et tu me dis et moi je répéterai». Alors, je suis très caricaturale encore une fois. Casse la pyramide managériale. Voilà, 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 mais je la casse d'une façon, comment dire? En accord avec l'équipe de management. Il ne s'agit pas de dire, «Marie-Claire a décidé que, Paul présenterait dans 15 jours, le projet machin». Et tout le monde dit: «Ah bon, mais pourquoi?» Non, non, c'est des stratégies de développement qu'on met en place ensemble et je le fais beaucoup ici au Mexique parce que, c'est une culture justement très hiérarchique et j'observe avec intérêt que ça marche très bien. Ça marche très bien. Et c'est un projet qui est dans le périmètre de la personne et dans le périmètre de l'équipe, ou c'est donner justement un projet qui est en dehors du périmètre de l'équipe à un collaborateur qui a un potentiel pour lui amener un autre sujet et lui faire voir peut-être un nouveau pan de l'entreprise? Alors ça, je pense que c'est autre chose. Ce que tu décris, on peut le faire quand on veut, entre guillemets «tester» quelqu'un pour un poste suivant ou dans une logique de développement d'un talent particulier. Non, non, ce que j'avais en tête, enfin ce que j'expliquais, c'est vraiment le fait d'organiser différemment le quotidien. C'est-à-dire que ce problème ou ce projet, la personne l'aurait géré dans tous les cas. Mais là, on lui demande de venir présenter, soit l'équipe de direction dans un comité de direction, soit ce qu'on fait aussi, pas mal, c'est dans le cadre des town halls qu'on fait, avec l'entité ici, de dire: «Bah, voilà, tu as 10 minutes, tu fais tes 3 slides et tu pitches devant tous tes collègues, et l'équipe de direction,
le projet, X ou, la résolution de crise Y. C'est une expertise que le collaborateur a déjà et c'est une compétence Voilà. peut-être que tu mobilises différemment sur la partie Voilà, présentation. Un challenge différent, mais l'expertise du voilà, collaborateur est là, il sait la mettre en avant. voilà, OK. c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer on va revenir maintenant sur, le Mexique. Tu es, du coup basé, au Mexique depuis, 2023. Tu es managing, director du Mexique, chez Engie. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle, ton périmètre aujourd'hui, dans, cette nouvelle aventure mexicaine? Alors c'est comme le poste de chief of staff, je vais te décevoir un petit peu. Je ne suis pas managing director de toute Engie au Mexique, encore une fois grâce à Dieu, parce que le groupe Engie est structuré en business lines et chaque business line dans un pays donné a son managing director. Ici au Mexique, il y en a 3, la partie, power, la partie, réseau de gaz et la partie, commercialisation, énergie management dont je m'occupe moi. Donc je suis managing director de cette partie-là qui, pour simplifier, s'occupe d'acheter et de vendre sur les marchés du gaz et de l'électricité pour nos grands clients et d'optimiser au milieu la façon dont, justement, ces électrons et ces molécules, peuvent être rentabilisés. Voilà, tu de la gestion de risque. On travaille aussi bien sur les risques des clients que sur les risques des actifs d'Engie. C'est une partie un petit peu invisible, mais extrêmement importante pour ne pas que tout s'écroule et ce serait tout de même fâcheux. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Dans ce cadre-là, moi, je suis donc managing director de cette activité de commercialisation et énergie management. On a à peu près 1 000 clients, 70 personnes dans l'entreprise, 70 sur les 1 500 qu'Engie a au Mexique. Donc c'est petit, c'est relativement petit comme taille critique, sachant que les autres entités sont des entités qui ont des actifs au sol, qui sont des entités, soit de production dans des centrales solaires et éoliennes, soit de construction et maintenance de réseaux de transport et de distribution de gaz, qui sont des activités très, intensives en ressources, là où nous sommes davantage concentrés sur, quelque part les écrans et donc c'est une entité plus petite. En quoi est-ce que, la culture d'entreprise est différente entre, la France et le Mexique? Est-ce qu'elle est différente? Et si oui, comment est-ce qu'Engie fait, pour adapter sa culture d'entreprise à la culture locale? Ah, la culture mexicaine est différente de la française, ça c'est indubitable. Il y a quelques jours, on a fait avec, ce qu'on appelle l'Excom Mexico, c'est-à-dire, mes pairs et moi au niveau du pays, une petite formation interculturelle parce que l'Excom d'Engie au Mexique est assez, intéressant. Il y a quelques Mexicains, peu. Moi, je suis la seule française. Il y a un franco-mexicain aussi qui est le country manager et il y a des péruviens, chiliens, argentins, bon, belges, et donc on a un petit mix, interculturel assez intéressant et cette formation était très enrichissante parce qu'il y avait notamment une question qui portait sur le rapport, le rapport au conflit et en gros, oui, êtes-vous confrontationnel ou êtes-vous plutôt, adverse au conflit? Enfin, comment vous il y a voilà, un truc de positionnement par rapport à ce sujet-là et alors c'était assez, hilarant parce que d'un point de vue, nationalité, c'était pas un test, personnel, c'était vraiment une formation, voilà, sur les différences culturelles et alors, les Mexicains étaient, mais alors à l'extrême gauche, très, très, très réticents à affronter les conflits, très, très réticents, c'est limite débordaient de l'échelle du test et les Français débordent de l'autre côté et moi, je pense que je suis très française. Donc, je veux dire, c'est intéressant et en rentrant de cette formation, j'ai montré ça à mon équipe. Moi, pour le coup, sur 70 personnes, nous sommes 2 Français et donc 68, Mexicains, donc il y a pas du tout ce côté multiculturel. Et je me souviens de cette réunion d'équipe avec, mon équipe de direction. Je leur ai montré ce truc avec un peu de second degré parce que quand même on rit beaucoup et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'éclat de rire général. J'ai: «Ah mais sans blague, on n'avait pas remarqué» et donc il y a vraiment des différences culturelles dans le travail parce qu'après bon le Mexique, que tu connais très bien, c'est un pays latin. Enfin bon, il y a un monde de points communs, moi qui ai vécu en Chine, je trouve que le Mexique évidemment est très proche de la France, ou de l'Europe à pas mal d'égards, mais en tout cas dans la culture au travail, les Français sont massivement confrontationnels et les Mexicains sont massivement anti-confrontationnels. Pour retourner en Chine, de ne pas perdre la Alors face, si, de ne pas forcément perdre la ça c'est très à juste. dire non. Bah, Oui. c'est toutes ces choses-là qu'on retrouve, de ce qu'il y a, par exemple, entre la Chine et le Mexique. Là où, les Français sont à l'opposé, comme tu dis, dans cette Absolument, absolument. Ça c'est un très bon point et donc quand il s'agit d'adapter la culture, de travail, alors c'est pas tant la culture d'Engie ou la culture de je ne sais quelle entreprise française, mais c'est davantage ce sujet-là.
comment est-ce que dans le management ou le leadership, on réussit à prendre en compte cette variable-là? Parce qu'il ne s'agit pas de dire, «Bon les copains, à partir de maintenant, tout le monde dit ce qu'il pense et on y va parce que c'est du travail d'équipe». Bah non, tu es face à, 20 siècles, de sédimentation culturelle, qui donnent les gens que tu as là, de même que les Français sont le fruit de 20 siècles de sédimentation culturelle par ailleurs. Donc on va pas refaire le Mexique. D'ailleurs, rien de plus hilarant et ça les Français aiment beaucoup faire, j'ai remarqué, rien de plus hilarant que d'essayer de rééduquer les personnes autour de toi. Non, mais je vais t'expliquer. Pour être efficace, ce qu'il faut faire, c'est A, B, C, D. Oui, super, enfin bon, merci, mais non. Et les Français sont souvent connus pour ça à l'étranger. J'ai découvert, déjà en Chine, on me l'avait dit à l'époque, mais ici, oui, c'est assez, assez flagrant. Je pense que le côté révolution, lumière, enfin les Français se prennent un peu trop pour des lumières justement, à dire, «Nous avons vu, nous savons ce qu'il faut faire, pour être un être humain accompli, on va vous l'expliquer», voilà, il y aurait des choses à dire. Comment est-ce que justement toi tu as adopté, ton management à la culture mexicaine? Parce qu'on vient de le voir, tu es à l'opposé par exemple, de certains de tes collaborateurs. Comment est-ce que tu fais pour justement communiquer et modeler ton discours pour faire passer des messages? Eh bien, il y a forcément des erreurs, au début, on pense que les gens sont d'accord et ils ne sont pas d'accord, mais ils ne te le disent pas. Non, je pense que c'est toujours un peu basique, mais beaucoup écouter, apprendre à décoder ce que les gens disent quand ils le disent. Ça prend du temps et puis on finit par, en prendre l'habitude et aussi d'un point de vue un peu plus tactique, d'avoir dans son équipe des personnes, donc tout le monde est mexicain comme je l'ai dit sauf, un expatrié. Mais parmi ces Mexicains, il y en a qui ont étudié aux États-Unis, qui ont eu d'autres expériences dans des entreprises internationales, donc qui ont eux-mêmes fait un pas en avant culturel. Pour comprendre aussi comment fonctionne l'entreprise ou le groupe dans lequel ils travaillent. Ça, c'est précieux parce que c'est autant de ponts pour, réussir un travail d'équipe, plus fin, enfin plus efficace aussi et quelque part, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que les gens ici au Mexique, quand ils viennent travailler pour le groupe Engie, ils viennent aussi chercher ça. En tout cas, je parle de pour mon équipe, ça c'est certain. Ils viennent chercher le groupe européen, la dimension internationale. Et je pense qu'il y a quelque chose de conscient dans le fait de vouloir s'exposer à une autre culture et donc on fait un pas en avant tous. Alors c'est certainement, avec un peu trop beau pour être vrai, il y a toujours, un challenge culturel, mais la prise de conscience des différences culturelles et le fait que chacun ait envie de travailler ensemble, finalement, tu peux avoir deux trois petits, sujets, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Et puis c'est drôle, c'est drôle. Heu, on va revenir sur Engie, les activités d'Engie, le futur. Engie aujourd'hui, c'est un acteur majeur de la transition énergétique. Tu l'as expliqué avec notamment ce virage que vous avez pris, depuis 2015. Quels sont pour toi les plus grands défis du secteur dans, les 5 prochaines années? Accélérer. Comment? Accélérer la transition, alors pour notre part, forcément, en continuant à construire parce que, et on peut le regretter d'un certain point de vue, les besoins en énergie ne baissent pas. On voit arriver au contraire des tendances très fortes de hausse. L'IA, data liquide enfin, crypto-monnaie, tout ce qui va nécessiter de plus en plus de puissance de calcul et donc derrière des data centers énormes, enfin, donc tout ça est extrêmement consommateur d'électricité. Donc il faut à la fois, heu, à défaut de pouvoir réduire, produire plus propre pour alimenter et de façon toujours plus efficace, des besoins qui sont en demande croissante. Et ça, c'est quand même une quadrature du cercle. Parce que ce qu'il faut enfin, dans l'idéal, si on devait tout réécrire sur une feuille de papier, on dirait: «Bah, consommez tous moins» parce que tout ce qu'on ne consomme pas, pardon, c'est ce qu'on n'a pas besoin de produire. Sauf qu'on voit que le monde est lancé pleine vitesse dans une hausse massive des besoins en énergie. Donc en face de ça, on peut le regretter. Je pense que je le regrette à titre personnel parce que je resterais, volontiers dans le camp idéaliste, enfin je le suis dans mon cœur certainement de penser que consommer moins est quand même le début, d'une forme de sagesse. Bon, force est de constater que ce n'est pas cela. Donc partant de là, qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle Engie? Eh ben, on s'efforce de construire davantage de capacités les plus renouvelables possibles là où sont les besoins, en le faisant, voilà, à un coût qui soit acceptable parce que,
Une entreprise, n'ira pas acheter quelque chose qui la conduira à ne plus gagner sa vie. Donc c'est vraiment ce sujet-là sur lequel il faut continuer à accélérer et j'avoue que je suis assez fière, des résultats, du groupe et surtout du message qui a été donné, début mars quand les comptes annuels sont sortis par l'équipe, enfin par le groupe, par l'Excom, de dire: «Mais nous, on n'arrête pas dans ce petit bruit ambiant là, on va dire, drivé par les États-Unis en ce moment, de dire: "Il faut arrêter". Enfin, on voit tout un tas d'entreprises qui renoncent ou qui reculent sur leurs engagements, de transition. Engie a au contraire remis le couvert. Nous, c'est l'inverse. Non seulement on continue, mais on accélère. On va augmenter, notre ambition de production de renouvelables par rapport à l'annonce qui avait été faite précédemment à horizon 2030 et en plus, on va accélérer la décarbonation, pardon, du groupe. Ça me fait plaisir parce que je pense que le défi est là. Le défi est de ne pas se laisser, polluer par un bruit de fond temporaire lié à des enjeux politiques temporaires. Parce que les besoins, eux, ne changent pas et c'est ça que je perçois comme le grand enjeu, de faire le tri entre le brouillard et de nouveau une histoire de vision. De quoi a besoin le monde vraiment et comment nous pouvons y contribuer si l'on part du principe que la réalité est ce qu'elle est. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Dans ma carrière, le meilleur conseil, bah, essaye et tu verras. Pourquoi on t'a donné ce conseil? Parce que je pense qu'il y a toujours, eu chez moi, dans les premières années en tout cas, de façon certaine, ce fameux truc de l'imposteur là, dont on écrit, des lignes et des lignes et des pages, de se demander si, vraiment je vais y arriver, si vraiment c'est fait pour moi, si vraiment je vais être heureuse, si vraiment ça va pas être trop, et mon mari en particulier a toujours été comme ça à dire: «Mais, quel est le vrai risque? Essaye, essaye, ça a l'air vaguement fait pour toi, les gens ont l'air tous d'accord, vas-y, fais-toi confiance en fait, fais-toi confiance». Le sujet de la confiance, je pense que c'est le sujet central, peut-être davantage pour les femmes que pour les hommes, mais pour quasiment tous les êtres humains. De trouver en soi la confiance pour se dire: «Mais oui, je peux essayer et alors? Je peux aussi ça peut aussi ne pas bien se passer, mais et alors? Et alors?» Bon et ça, c'est quelque chose, ça, c'est le fruit des 40 années, ça, c'est tu vas voir quand tu arriveras à ce moment de ta vie, où tu constateras avec plaisir que tu as 40 ans, tu verras que ça vient aussi d'une forme de progrès. Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne justement qui souhaite évoluer dans une grande entreprise? Non, je pense qu'il faut investir beaucoup de temps dans le fait de rencontrer, les autres. Parce qu'une grande entreprise, souvent alors ça dépend si on est dans une entité, au bout du monde ou dans une filiale et cetera, mais souvent si l'on est au siège, ça vient avec une tour. C'est-à-dire ça vient avec des étages empilés. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens. On prend des ascenseurs, on va à la cantine, nanana, on va en réunion, mais finalement on rencontre assez peu les gens. Et bon, a fortiori quelque part si on est sur un site, isolé, je sais pas moi, un méthaniseur en pleine campagne française, il n'est pas dit qu'on rencontre beaucoup les gens, mais c'est un enjeu énorme. Je pense que pour évoluer, il faut faire son trou, faire son réseau. C'est évidemment, inséparable de la compétence technique et en fait, c'est un petit peu les 2 volets. Cette personne, si elle est jeune, elle a intérêt à acquérir un bagage très technique. Après, il faut discerner ce qu'on a envie de faire. Ça peut être, des modèles mathématiques, ça peut être, les pour reprendre l'exemple du méthaniseur, les bottes, enfin dans les bottes sur site. Ça peut être, partir au bout du monde sur un projet, ça peut être faire du contrôle de gestion, des ressources humaines, ça peut être plein de choses, mais acquérir un bagage technique. Je pense que l'erreur de base, c'est de rester dans des métiers en début de carrière un peu fluffy, un peu, chef de projet de je sais pas quoi. Alors, il y a des projets qui sont extrêmement techniques, mais des trucs un peu, transversaux, machin chouette, un peu presque bullshit, où les gros cerveaux de l'affaire vont être très contents d'utiliser les petites mains, mais finalement la petite main va pas forcément construire une expertise technique qui va faire d'elle un profil reconnu et intéressant pour d'autres fonctions, pour être évolutif. Donc je crois qu'acquérir un bagage technique est la chose la plus peut-être la plus capitale et ensuite cette sorte de réseau. Enfin, parallèlement en fait, les deux vont ensemble. Parce que si l'on veut évoluer, il faut savoir vers quoi et pour savoir vers quoi, il faut savoir ce que les gens font. Donc forcément. Ça demande du temps, ça peut conduire à une consommation de café un peu, excessive, mais c'est vraiment riche. C'est vraiment riche parce que dans bien des cas, à défaut d'évoluer directement, dans l'entité de monsieur ou madame, XY qu'on a rencontré, déjà on s'enrichit soi-même
et potentiellement on améliore son propre travail parce qu'on a d'autres perceptions. Donc c'est toujours hyper riche de profiter de la taille de l'entreprise quand elle est grande pour, rencontrer, découvrir, et puis aussi s'amuser, se faire des amis. Bah, des amis, pas forcément des amis pour la vie, mais des collègues amis, enfin un réseau sur lequel on peut compter. Mais la partie technique, j'insiste lourdement. Tu mon avis capital parce qu'aujourd'hui, quand, moi je recrute des gens, je vois bien qu'il y a des têtes bien faites. J'ai reçu il y a quelque temps un jeune homme, 28-30 ans, je pense, qui me dit: «J'adore l'énergie, j'aimerais vraiment machin». Super, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait avant?» Et il me dit: «Eh ben, j'ai été en mission pour, une ambassade française, je sais plus où en Afrique». Enfin, il a fait plein de trucs en soi, top, enfin, je veux dire des choses, très enrichissantes et cetera, mais je lui dis: «Mais en fait, tu ne sais rien faire, techniquement, dans le monde de l'énergie». C'est pas dramatique, 28 ans, voilà. Mais je lui ai quand même ce que je lui dis, c'est qu'aujourd'hui, des gens de 28 ans qui se présentent parce que le monde de l'énergie est assez glamour ces temps-ci quand même, avec les enjeux sociaux et tout ce qui va avec. Il y a quand même beaucoup de CV qui arrivent à 28 ans, des gens qui ont déjà fait du pricing ou qui ont déjà fait des modèles ou qui ont déjà construit ou été dans des équipes de projet pour construire des actifs éoliens, solaires, que sais-je. On en a plein. Enfin, on en a quand même un certain nombre. Donc quand je vois avec quelqu'un de 28 ans qui me dit: «J'adore le monde de l'énergie, c'est vraiment ce qui me passionne, je lis là-dessus le soir chez moi». OK, mais rends-toi compte de la concurrence autour de toi. Et ça n'enlève rien à la valeur du profil en tant que tel. Mais c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. Le réseau se rattrape. Les premières années qui vont structurer techniquement le profil de quelqu'un se rattrapent moins. Ça, il faut y penser. Ok. S'orienter vers ces activités qui nous intéressent et après Mais oui, créer une expertise pour ensuite évoluer. voilà, parce que la question de départ était quand même de voir comment on peut évoluer dans un grand groupe. En fait, un grand groupe, tel que je le perçois, cherche en son sein et éventuellement à l'extérieur, les talents de demain. Et si un talent de demain, enfin, qu'est-ce qu'un talent de demain? C'est quelqu'un qui va pouvoir diriger une entité, qui va pouvoir, voilà. Et pour faire ça, si on a fait que des trucs un peu soft, ça a de la valeur, mais ça ne te permettra pas d'avoir la compréhension de la réalité de l'entreprise. En tout cas, ça porte c'est vraiment des limites. Alors que la crédibilité que te donne l'expérience terrain, elle est prise pour la vie. Merci beaucoup, Marie-Claire. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir, merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Si vous nous écoutez sur des plateformes d'écoute type Deezer, Spotify, Apple Podcast, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.